Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir au sein de l'exposition Encore elle, exposition qui porte sur le corps des femmes. Ces corps des femmes tabous, interdits, faisant l'objet de prescriptions ou de proscriptions. C'est pour cela qu'il nous importait de présenter ces corps des femmes, de les étudier dans un temps long, avec une périodicité diverse, des supports divers, qui permettent de mettre en regard la construction de ces normes sociales, de ces stéréotypes, et surtout comment tout cela a pu être déconstruit. Et nous souhaitions ainsi présenter les luttes d'hier, mais aussi les luttes actuelles, et de les confronter, de voir différents points de vue, pour voir aujourd'hui comment le corps des femmes était perçu. Cette exposition commence donc avec une entrée en matière, une sculpture de Sabine Lee, qui sera à la fois le point d'entrée et le point de départ, de clôture de cette exposition. Il nous importait de commencer par cette sculpture de Sabine Lee, car elle représente une femme forte, ou plutôt des femmes fortes. En effet, Sabine Lee, dans sa démarche, décide justement de déjouer des stéréotypes de ce que l'on peut nommer une femme forte pour en faire des guerrières, une armée de femmes prêtes à affronter l'adversité. Nous souhaitions ainsi montrer que grâce à ces femmes fortes, un certain nombre de normes ont pu être remises en question, ont pu être dépassées ou, au contraire, font encore l'objet de débats et de luttes. Cette exposition se présente donc en 3 parties. Une partie portant sur le corps culturel, une autre sur le corps biologique et enfin la dernière sur le corps social. Ce sont ces 3 parties qui permettent justement de comprendre comment on a pu ou comment on perçoit encore le corps des femmes et comment ces constructions ont été élaborées. Je vous propose de commencer par la présentation de la première partie, On ne naît pas femme, on le devient, qui est donc une approche sur le corps culturel. Dans cette première partie, nous souhaitions donc aborder le corps comme corps culturel et comment il a pu être façonné. Nous avons ainsi divisé cette partie, je dirais, en différentes réflexions. Une première s'intéressant aux femmes en tant que, je dirais, tentation, perversion, c'est-à-dire la construction dans les contes, dans les mythes, dans les légendes, dans les exégèses, d'une femme dangereuse, une femme dont il faudrait se méfier. Mais nous abordons aussi le corps comme norme de beauté. C'est ici le cas avec ces différentes représentations. Il nous semblait important en fait de revenir sur toutes les normes esthétiques auxquelles les femmes sont confrontées et comment ces normes finalement sont souvent imposées dans le cadre d'une vision patriarcale. Donc nous souhaitions revenir sur un certain nombre de sujets, notamment celui par exemple de la minceur, et nous mettons en regard en fait des documents de différentes périodes, du XVIe, du XVIIe, mais également des objets ou des périodiques plus contemporains inscrivant en fait cette réflexion dans une lutte féministe. En effet, par rapport à tous les critères qui sont posés, les artistes féministes, mais aussi les militantes, s'emparent en fait de ces normes pour les détourner, pour les maltraiter, et cela dans l'idée d'une réappropriation du corps et d'un dépassement de ces injonctions. Ainsi, derrière moi, vous aurez divers documents, à la fois des représentations de femmes par rapport aux normes de l'époque. Alors, quand je vous parlais tout à l'heure de la norme de minceur, bien évidemment qu'il n'y a pas une continuité dans l'histoire. Il y a des périodes avec des scissions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la norme de la minceur, dans un temps long, reste une norme prégnante, qui revient sans cesse. Et malgré les luttes féministes des années 70, on s'aperçoit que ces luttes-là sont encore présentes, puisque très prégnantes dans la société actuelle, à travers les médias, la publicité. Et donc ce sont toutes ces normes qui sont déconstruites par des femmes. Alors cela peut être dans les années 70 avec les participations de femmes et la création d'une revue de bande dessinée Anana, faite uniquement par justement des artistes femmes, qui vont aborder toutes les problématiques que sont le corps,
la mode vestimentaire, les normes auxquelles les femmes sont confrontées, mais aussi des artistes tels Nicole Travanbang avec Revue, qui a travaillé en fait justement dans le milieu de la mode et qui va déconstruire, qui essaye de déconstruire les injonctions qui sont perpétuellement demandées aux femmes. Et puis nous avons une vidéo de Sonia Khurana, une artiste indienne, qui justement, elle se joue un petit peu de cette corporéité et essaye, dans une sorte d'envol, comme un oiseau, d'échapper à la gravité terrestre pour dépasser justement ces notions que sont la grosseur et ces injonctions à être dans une norme souvent occidentale de beauté. Les normes de beauté impliquent pour les femmes un certain nombre de tortures corporelles et nous avons du coup choisi de présenter différents manuscrits qui abordent la question de la mode, du fait de camoufler les imperfections, mais nous souhaitions aussi, soit via un premier traité de dermatologie de Laurie du XVIIIe siècle, ou surtout par les photographies de Susan Junker, revenir sur les tortures que les femmes s'imposent pour entrer dans ces normes corporelles. En effet, Susan Junker présente ici deux œuvres, qui est en fait une série, la base pour la crucifixion. D'ailleurs, elle rappelle en fait comment l'enseignement catholique met ou oblige les femmes à être dans une sorte de soumission, et c'est pour ça qu'elle décide de se présenter en Marie-Madeleine agenouillée, mais dans des corps entravés, des corps qui ne peuvent pas parler, et des corps, elle fait ça donc à une dizaine d'années d'écart, des corps qui doivent répondre à des normes corporelles. Donc ancien mannequin, elle s'interroge sur la perception des corps et elle questionne ce à quoi les femmes sont confrontées, c'est-à-dire la chirurgie plastique, l'anorexie, les violences. Savoir à quel moment on vieillit, est-ce que c'est à 30 ans, 16 ans, ou est-ce que c'est à 40 ans? À quel moment on est encore dans ces normes de beauté et à quel moment on n'en fait plus partie, et ce à quoi on s'expose pour pouvoir réussir à être dans ces normes. Je vous propose de passer à une autre partie qui, lui, repose sur le corps interdit. Corps interdit, corps tabou, parce que dans notre société, le corps des femmes est traversé par un certain nombre d'interdits. Les menstruations, la pilosité, la vieillesse, la ménopause, la maladie, ce sont des sujets qui sont totalement passés sous silence. On ne montre pas les femmes vieilles, les femmes malades. Ce sont des sujets, je dirais, quasiment tus. Et il importait pour nous de revenir et de présenter en fait un certain nombre de ces tabous, que ce soit la vieillesse, la ménopause, mais aussi les menstruations. Et les menstruations nous avaient mis un regard en fait deux sources, une source ancienne, Pline l'Ancien, avec son histoire naturelle, et une œuvre contemporaine de Pippi l'Autieriste. Pourquoi cela? Eh bien parce que Pline l'Ancien, comme dans bon nombre de textes anciens, présente en fait les menstruations comme une sorte de poison dont il faudrait se méfier. La femme devient impropre. Et Pippi l'Autieriste, elle détourne ces clichés. Donc c'est une artiste qui a énormément travaillé sur la vidéo dans les années 80, et elle détourne justement cette représentation négative des menstruations pour en faire quelque chose d'objectif et de positif, puisque à travers son univers un petit peu, j'irais, s'inscrivant et détournant une pop culture, elle montre une femme avec ses menstruations, mais pour en montrer le positif, pour rappeler qu'avoir ces menstruations peut aussi être tout simplement un symbole de bonne santé. Nous enchaînons par la suite sur une autre partie qui est celle que nous avons appelée corps voilé, corps dévoilé, c'est-à-dire comment en fait les tenues vestimentaires sont en fait un symbole ou représentent le genre et la condition sociale, et comment celles-ci sont une injonction et là aussi une soumission à une vision, bien souvent vision masculine. C'est pour ça que nous revenions sur cet aspect de voilé-dévoilé, c'est-à-dire à quel moment aussi l'interrogation sur le pudique, l'impudique, ce que l'on a le droit de mettre, ce que l'on ne doit pas mettre. Et bien évidemment, nous abordons la question du voile. Mais cette question, elle se fond plus généralement dans un questionnement sur ces tenues vestimentaires. Cela a pu être le pantalon, cela a pu être la jupe,
Et aujourd'hui, nous recentrons donc cette interrogation sur la question du voile. Nous présentons des textes anciens du XVIe siècle où nous montrons qu'au XVIe, en 1566, la courtisane est voilée, mais nous mettons en regard aussi ces considérations avec une œuvre d'Orland qui questionne en fait par son striptease et par ses références à des figures mythologiques, des figures artistiques. Elle interroge et elle pose la question de savoir la limite de la sainte et de la putain, à quel moment on se positionne. Et puis par rapport à cette question du voile, nous avons mis en regard je dirais une sélection de vidéos, celle de Gisèle Halimi et celle de la position de Daniel Mitterrand en 1989 avec l'affaire du collège de Creil. Et puis nous souhaitions ne pas aborder la question du voile uniquement par ce focus, et nous avons donc décidé de présenter une œuvre de Shirin Neshat. Nous avons voulu présenter différents documents qui retracent en fait la fabrication, je dirais, des sexes et surtout cette inscription dans une binarité, et rappeler qu'en fait, cela n'a pas toujours été le cas. On a eu jusqu'au XVIIIe siècle une approche unique-sexe où finalement les organes étaient inversés ou intériorisés et extériorisés les uns par rapport aux autres. Et il s'avère que jusqu'au XVIIIe siècle, ce sont là les théories qui sont développées, et puis on a progressivement une différenciation qui est faite, et cette différenciation va inscrire plus profondément cette catégorisation et va éluder tout ce qui ne rentrerait pas dans cette catégorie binaire, l'homosexualité, les intersexes. Donc il nous importait justement de revenir là-dessus et de montrer comment finalement le corps des femmes était progressivement devenu un corps faible. La femme, ou les femmes plutôt, je dirais, est rattachée à son essence, à sa nature, alors que l'homme est celui de la culture. Et dans cette construction scientifique du discours médical, puisqu'on a aussi un certain nombre de documents du XIXe siècle, la femme est présentée avec un certain nombre de pathologies. Bien souvent sont rattachées à ce qu'on appellera la fureur utérine, parce que la sexualité dicte un certain nombre de pathologies. Alors ça va être le cas comme nous le présentons par exemple pour l'hystérie, avec des représentations de Charcot qui ont été mis en regard avec une chorégraphie d'Alban Richard qui reprend justement et détourne un petit peu cette iconographie de la salpêtrière. Mais surtout, nous avons voulu revenir sur la question de l'hypersexualisation. En effet, les femmes sont présentées parfois ou étant trop frigides ou au contraire étant habitées d'un appétit sexuel qu'il faut réprimer, qu'il faut interdire. Mais, je dis bien mais, ces considérations ne s'attachent qu'aux femmes blanches. L'approche est totalement différente pour les femmes noires, c'est-à-dire que pour les femmes noires, tout est rattaché à l'hypersexualisation. Elles sont lascives. D'ailleurs, le grand dictionnaire Larousse universel du XIXe siècle dit bien les femmes comme les hommes de la race nègre sont portées à la lascivité beaucoup plus que les femmes blanches. La nature semble avoir accordé aux fonctions physiques ce qu'elle a refusé aux fonctions intellectuelles de cette race. Nous avons donc voulu mettre en regard ces représentations des femmes noires, dont par exemple une représentation d'une femme autochtone qui est d'ailleurs reproduite dans une histoire naturelle des mammifères, et la mettre en regard avec une création contemporaine de Valérie Oka. Valérie Oka est avant tout une féministe noire et elle revient sur le fait qu'effectivement c'est une femme qui, non seulement les femmes noires, les femmes africaines ont à subir les conditions de femmes, la domination masculine, mais elles ont aussi à subir un joug racial toujours présent. Aussi, à travers cette œuvre, elle souhaite un petit peu déconstruire les clichés autour des femmes, de la représentation des corps des femmes africaines, et notamment de cette hypersexualisation qui, encore aujourd'hui, est présente dans la vision, bien souvent, des hommes. Par rapport à cette hypersexualisation, il nous importait aussi de revenir sur une vision qui serait celle d'un corps reproducteur
et justement de la mettre en regard avec une réappropriation du corps. En effet, jusqu'au XIXe siècle, enfin surtout à partir du XIXe siècle, le Code Napoléon criminalise à nouveau l'acte d'avorter, et sous le régime de Vichy, le fait d'avorter est passible de la peine de mort. Et nous souhaitions donc revenir sur ce corps reproducteur et sur les luttes des années 70, c'est-à-dire les luttes du MLF, donc avant elle, de la maternité heureuse en 1956. Et nous présentons donc toutes ces luttes qui ont permis d'obtenir à la fois le droit à la contraception et l'avortement. Ce seront donc des affiches du MLF, du MLAC, des présentations de documents un petit peu emblématiques, qu'il s'agisse de ce qu'on a appelé les 343 salopes, ou le manifeste des 343, ou de revues comme le Torchon brûle. Donc voilà, il nous importait à la fois de parler de ce corps reproducteur et de ce dépassement grâce aux luttes. Et puisque nous abordions ce déplacement, il nous semblait être important d'aborder deux choses. D'une part, la réappropriation du corps et donc le dépassement de la simple reproduction pour le plaisir et la question de la sexualité. Donc ça, nous le verrons à travers deux œuvres. Mais également de replonger un petit peu dans les débats qui font encore aujourd'hui actualité, qui sont d'actualité, c'est-à-dire la gestation pour autrui et la procréation médicalement assistée. Dans cette troisième partie, nous souhaitions revenir sur le corps social. Le corps social, c'est-à-dire à la fois l'inscription de la femme dans une sphère domestique, mais aussi revenir sur un corps en lutte, c'est-à-dire ce dépassement de cette inscription et l'affirmation des femmes dans les espaces publics. En effet, si les femmes n'ont pas toujours été reléguées aux tâches domestiques et aux tâches ménagères et qu'elles ont pu au cours des siècles, elles aussi, participer au travail, avec la révolution industrielle au XIXe siècle, les femmes ont pour tâche d'être à la maison et ont avant tout comme devoir de servir, je dirais, d'être une femme au foyer. Aussi, à travers cette première partie, nous allons montrer des affiches où on célèbre le rôle de la femme ménagère, des ouvrages, mais aussi des textes remettant en question cette condition des femmes, et puis montrer des œuvres d'artistes contemporaines comme Raymond Darcier. Raymond Darcier qui a notamment milité au MLF, qui s'est engagé et qui a décidé de rendre visible ce qui était invisible, le travail des femmes, le travail de ces femmes ménagères. Elle s'est donc emparée de tous les attributs, de tous les matériaux que ces femmes pouvaient utiliser, du tricot au fil de fer. Voilà. Et donc nous vous présentons une de ces créations, Faire ses achats, faite en 1971. Et puis, par rapport justement à ce que d'ailleurs peut dénoncer Raymond Darcier via cette œuvre contemporaine, nous avons mis en parallèle un certain nombre justement de luttes, et de luttes ce coup-ci, je dirais, dans le monde du travail. Il importait en fait effectivement de revenir sur ces luttes qui ont pu être emblématiques et qui d'ailleurs posent la question souvent du travail lui-même des femmes, qui est souvent relégué au travail du care, du soin, et bien évidemment qui s'inscrit dans cette logique, dans cette continuité de la femme qui ne pourrait que s'occuper de l'intérieur du corps domestique. Ici, nous présentons trois luttes qui nous semblent emblématiques. La première, la grève à Lippe, sur laquelle je reviendrai tout de suite après. Les luttes des femmes de ménage à l'hôtel Ibis, et puis le mouvement des prostituées de Saint-Nizier en 1975. Mais pour revenir plus précisément sur la grève au sein de Lippe, qui est effectivement très célèbre, nous voulions nous revenir non pas sur cette grève, mais sur la grève de ces femmes. Et comment, en fait, ces grèves ont pu faire évoluer, quelle place elles avaient au sein de cette grève, quel rapport elles ont pu avoir aux syndicats, ce qui n'était pas une chose évidente a priori, et quelles discussions ont pu, en fait, grâce à ces grèves, comment ont pu se développer d'autres sujets
sujets politiques, sujets sociaux autour des femmes. Et ainsi, il me semble que le documentaire de Carole Roussopoulos, qui, je le rappelle, est une vidéaste militante qui a cherché pendant toute sa carrière à montrer les invisibles, ceux dont on ne parlait pas, les exclus, et qui a consacré un certain nombre de documentaires à ces femmes qui étaient à l'IP. Et dans ce documentaire, en fait, la personne, Monique, décide, pour choquer et pour interpeller le spectateur et la spectatrice, de remplacer les hommes, de remplacer des mots. Elle remplace le mot homme par blanc et le mot femme par arabe. Et vous verrez en écoutant que, effectivement, par cet usage, il y a une véritable interpellation qui se fait. Et si nous souhaitions continuer, nous pourrions donc très rapidement reparcourir toute cette déambulation dans ces corps domestiques pour arriver à des corps en lutte, mais à d'autres corps de lutte, des corps en lutte dans l'espace public. Donc dans ces corps en lutte, il y a aussi le corps qui se réapproprie l'espace public. Ça peut être par le biais de manifestations, mais ici je voulais vous présenter une œuvre d'Orlan. Je pense que cette œuvre s'inscrit plus amplement dans un courant qui s'est développé, et notamment en 1971 aux États-Unis, une théoricienne, Linda Neuklin, posait la question de savoir où étaient les femmes dans les institutions. Et Orlan, elle aussi, s'interroge sur cette place donnée aux femmes dans les institutions, et elle décide de faire ce qu'on appelle l'Orlan-mesure, c'est-à-dire qu'elle va adopter l'idée de Protagoras comme quoi l'homme est à la mesure de toute chose. Eh bien non, ce n'est plus l'homme, c'est l'Orlan-mesure qui est à la mesure de toute chose. Et donc, elle va effectuer des performances avec cette idée. Et puis, nous terminons notre propos d'exposition avec une présentation, ou plutôt une ouverture, une réflexion sur ce qu'on a appelé les corps violentés, pour justement réfléchir et ouvrir sur le débat qui a été lancé par MeToo sur la violence des corps et la construction culturelle de l'acceptation de ces violences. Pour découvrir l'ensemble des œuvres et le propos dans son intégralité, nous vous invitons à découvrir donc cette exposition à la Bibliothèque municipale de La Part-Dieu qui se déroulera du 5 octobre au 31 décembre.